Si à une personne en bonne santé, on donne une dose d'arsenic, de préférence inférieure à la dose létale, cette personne sera malade par intoxication et présentera des symptômes suivants: des vomissements, des diarrhées à allure audry, une froideur des téguments, un regard anxieux, de la tachycardie, de la faiblesse, etc. Si on donne une dose plus petite, les symptômes seront différents et moins importants. On aura simplement une rhinorrhée, une tête lourde, de la toux, un catarrhe bronchique, et plus tardivement, si on répète les doses d'arsenic, on verra apparaître des désordres spécifiques au niveau des phanées et du système nerveux. Il y aura toujours aussi chez ce patient-là qui recevra de l'arsenic des sensations de brûlure sur tout le corps qui auront la caractéristique d'être calmées par l'eau chaude, de même qu'une soif intense pour de l'eau. On verra de l'agitation caractérisée par une peur de la mort, pas n'importe quelle agitation, mais une peur de la mort. Et on pourra constater que ces symptômes-là sont aggravés à midi et à minuit. Donc vous voyez déjà la précision qu'on va rechercher dans la symptomatologie. Le sujet a des brûlures, mais qui sont calmées par de l'eau chaude. Alors ça, c'est pas courant. D'habitude, les brûlures, c'est calmé par de l'eau froide. Ici, c'est calmé par de l'eau chaude. On va avoir une anxiété avec agitation, mais qui est provoquée par une peur énorme de la mort. Ce type a peur de mourir, et c'est pour ça qu'il est anxieux. On va voir que ces symptômes sont aggravés à midi et à minuit. Ce n'est pas à 4 heures de l'après-midi, de 4 à 8, comme on va le trouver chez Lycopode. Ce n'est pas à 3 heures du matin, comme on va le trouver chez Calicarpe, mais c'est à midi et à minuit. Ça, c'est une caractéristique d'arsenic. Donc, on va chaque fois rechercher ce qu'il y a de particulier comme symptomatologie. Eh bien, ici, je vous ai cité des symptômes qu'on peut voir chez un patient en bonne santé à qui on donne de l'arsenic pour voir ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, c'est ce qu'on vient de décrire ici. Mais si nous avons un patient qui a une symptomatologie comme ça, quelle que soit sa maladie, si on lui donne de l'arsenic, eh bien, on va voir que cette maladie va guérir. Et on va lui donner, dans le fond, de l'arsenic qui provoque une maladie artificielle qui sera semblable à sa maladie naturelle. Si on fait simplement une dilution, on n'obtient pas une exaltation du pouvoir curatif de la substance. Ça, c'est aussi un fait de constatation. C'est tellement vrai que des substances considérées comme inertes à l'état naturel vont devenir, par ce procédé de dilution-agitation, vont devenir des remèdes extrêmement puissants. Par exemple, la poudre de Lycopode, qui est jugée à ce point inactive qu'elle était utilisée jadis en pharmacie pour enrober les pilules manufacturées afin qu'elles n'adhèrent pas les unes aux autres. Ou bien encore le sel de cuisine, qui est consommé journellement par tout le monde et qui n'a pas d'effet thérapeutique. Eh bien, ces substances, lorsqu'elles sont soumises au procédé de dilution originale inventé par Hahnemann, parce qu'il en est l'auteur, le créateur, à l'époque actuelle on déposera un brevet, eh bien, parmi ces substances figurent les remèdes les plus puissants de la pharmacopée homéopathique. Natrum muriaticum, le sel de cuisine, c'est un remède qui est extrêmement puissant pour toute une série de cas. C'est le remède qui est utilisé par ceux qui rigolent de l'homéopathie en disant « mais tu mets une pincée de sel dans la Meuse au viaduc de B à Namur, puis tu vas prendre une goutte à la Sauvenière ou je ne sais pas où à Liège, et ça c'est un remède homéopathique. » Parce que ça a été dilué, ça a été agité, donc c'est ça. Ben, le sel de cuisine, il faut quand même reconnaître que c'est Natrum muriaticum, sapristi, c'est un remède d'utilisation courante et d'action extrêmement profonde. Hein. Et quand il est bien indiqué, vous retournez complètement l'état moral des gens qui le reçoivent. C'est un remède qui correspond au traumatisme crânien d'une façon extraordinaire. Vous avez des gens qui tombent par la fenêtre ou qui ont un accident de moto a fait un choc sur le crâne avec des céphalées résiduelles qui durent aussi pendant des années. Ces gens courent d'un médecin expert à un autre, etc. Eh bien, Natrum muriaticum est un des grands remèdes qui est indiqué là-dedans. Si toujours les symptômes du patient correspondent, etc. Alors que c'est simplement du sel de cuisine.
Mais si vous diluez simplement du sel de cuisine, vous n'aurez pas cette action thérapeutique. Il faut que ce soit le procédé de dilution-dynamisation. Et à ce moment-là, les propriétés qui se trouvent, je ne sais pas où, à l'intérieur de la molécule, du noyau, etc., sont libérées par le procédé de fabrication. Et à ce moment-là, on voit apparaître ces propriétés thérapeutiques. Donc, si on veut aider ce patient, ben, n'allons pas contre la nature, ne nageons pas à contre-courant. Alors, tous ceux, je prends cette expression à contre-courant, tous ceux qui ont fait des sports aquatiques, qui ont fait de la plongée sous-marine, qui ont fait de la natation de grande distance, qui font de la voile, savent qu'à contre-courant, on ne fait pas ce qu'on veut et on n'arrive pas au résultat. Il faut toujours s'arranger pour être dans le courant. Si vous voulez réussir votre truc, attendez que la marée soit haute et qu'elle descende pour être dans le courant descendant si vous devez aller par là. Si maintenant vous allez dans l'autre sens, attendez que la marée soit basse et qu'elle monte pour aller par là. Eh bien, il faut faire la même chose ici, il faut essayer d'être dans le courant, avec le courant, et c'est beaucoup plus facile d'obtenir un résultat que si on va à contre-courant. Eh bien, alors, par rapport à tout ce qu'on dit, l'enfant fait de la fièvre et ça va le guérir, et on va à contre-courant, on coupe sa fièvre. Alors moi je vous dis que quand vous coupez la fièvre dans une maladie infectieuse, le malade est malade plus longtemps. Parce que chaque fois, vous interrompez le processus de guérison qui est en cours. Puis, quand l'effet du médicament disparaît, la fièvre monte, le processus reprend. Vous recoupez, ça s'arrête de nouveau et puis il reprend. Et au lieu d'être malade 48 heures, il va être malade 8 jours. Même processus pour les diarrhées, hein? Même processus pour les diarrhées et même processus pour les crises et pour les crises d'arthrite très aiguës, c'est la même chose. Une crise de goutte dure beaucoup plus longtemps quand tu prends un calmant de la douleur. Évidemment, là, tu vas me dire la douleur est intenable, quoique là, on peut discuter. Hein, mais il y a des gens, et la plus petite douleur doit être supprimée, parce qu'on leur a appris ça maintenant. Les moyens de la médecine, qui est extraordinaire maintenant, n'autorisent plus à ce qu'on laisse souffrir quelqu'un tout à fait idiot. Il souffre beaucoup plus longtemps. Quand quelqu'un vous dit, voilà, moi j'avais une angine, et puis j'ai pris les gouttes numéro 25 de chez machin, et 8 jours après c'était guéri, c'est formidable en homéopathie, j'ai pas dû prendre d'antibiotiques, eh bien dites-lui, pensez, ne lui dites pas, parce qu'il ne faut pas dire ça, les gens ne sont pas contents, mais pensez dans votre tête, oui mais tu as guéri tout seul, hein, parce que si tu ne prends rien, une angine ça guérit en 8 jours. Alors maintenant, faites appel à tous les cas que vous avez vus. Si vous avez une angine et vous donnez un antibiotique et que 8 jours après il est guéri, ne dites pas « Ah, heureusement que j'ai donné un antibiotique ». Pensez dans votre tête, mais en 8 jours, une angine, ça guérit tout seul. Et vous verrez qu'il y a des tas de cas comme ça de maladies à qui on donne des traitements et qui guérissent dans le temps qui correspond au temps normal pour qu'une maladie aiguë guérisse toute seule. Moi, j'ai régulièrement des gosses qui sont hospitalisés parce qu'ils ont une pneumonie. On donne un antibiotique et puis ça ne marche pas. On en donne un deuxième et ça ne marche pas. Et puis après le troisième et 15 jours d'hospitalisation, il a enfin guéri, docteur. Ben oui, ben une pneumonie en 15 jours chez un gosse, ça guérit toujours, hein, sans rien du tout, si vous le mettez à la diète, au repos, etc. Il y a quelques cas extrêmes où ça pourrait déboucher sur une septicémie ou je sais pas quoi, un truc compliqué, mais 99,9 des cas guérissent tout seuls. Et alors on dit, heureusement qu'on a donné des antibiotiques. Mais en homéopathie, c'est la même chose. Si vous avez donné les gouttes numéro 37 et qu'il a guéri après 15 jours, et vous êtes tout content parce que vous n'avez pas donné d'antibiotiques, oui c'est très bien, mais vous n'avez pas fait de guérison homéopathique non plus. Parce qu'une pneumonie qui guérit par homéopathie, en 48 heures, c'est fini. Hein. Quand vous trouvez le remède dont les symptômes correspondent aux symptômes du patient. Ça, c'est une petite restriction, et on apprendra que ce n'est pas facile. On a parlé beaucoup des propriétés des médicaments, on a posé la question, comment est-ce que vous savez? Eh bien voilà, la meilleure façon d'aider, de connaître la propriété des médicaments,
c'est la connaissance des effets pathogénétiques, on appelle ça. Eh bien, c'est indispensable de connaître leurs effets pathogénétiques. Il faut donc que les symptômes que chacun d'eux est capable de produire chez l'homme sain aient d'abord été observés avant de pouvoir espérer trouver parmi eux des remèdes exactement homéopathiques ou semblables aux malades à traiter. Et le plus sûr moyen pour découvrir les effets propres des médicaments, c'est de les essayer chez des individus sains, et chacun séparément. Chaque remède séparément, il faut l'essayer séparément, de façon à constater expérimentalement de nouveau les manifestations pathologiques qu'ils sont capables d'occasionner sur l'état physique et psychique de l'homme. Et c'est ce qui fait de l'homéopathie une médecine expérimentale, parce que les remèdes que nous utilisons ont été expérimentés. C'est par expérimentation qu'on en connaît les propriétés thérapeutiques. C'est le gros travail donc de la consultation homéopathique. L'individualisation du malade, c'est la mise en évidence, vous le comprendrez, on en a déjà parlé au cours de cette séance, c'est la mise en évidence de sa façon particulière de réagir aux agressions qui créent les maladies. Donc c'est la mise en évidence de sa façon particulière d'être malade. Il n'est pas malade comme le type d'à côté. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Chaque malade réagit suivant son terrain particulier, terrain qu'il est seul à posséder, et cette particularité le définit par rapport aux autres malades et doit conduire au remède, à un remède qui lui est particulier. Comme on l'a dit tantôt, deux malades qui souffrent de la même maladie, une angine par exemple, auront quelques symptômes en commun: gorge rouge, douloureuse, amygdale gonflée, température, ganglion sous-maxillaire. Et en plus de ces symptômes en commun, ils auront chacun des symptômes que l'autre malade ne présente pas et qui vont le différencier de lui, qui permettent donc de l'individualiser. La température, la façon de transpirer, la soif, la latéralité, l'humeur, le comportement, etc. Ce terme correspond à la notion de pathologie constitutionnelle. C'est la constatation des altérations structurelles, fonctionnelles et psychiques que se transmettent l'une à l'autre les générations successives. Cet état diathésique constitutionnel, autrement dit ce terrain, module le mode de réaction de l'être humain et intervient donc dans sa façon d'être malade. Ce mode de réaction du malade peut se faire dans trois directions différentes qui correspondent aux trois miasmes décrits par Hahnemann, ou autrement dit, il existe trois miasmes fondamentaux qui imposent au malade trois modes de réaction différents, à savoir 1. L'absor, 2. La psychose, 3. La syphilis. Si le placebo existe, c'est un phénomène naturel. Et n'allez pas contre le phénomène naturel, utilisez l'effet placebo. Si vous pouvez faire du bien à quelqu'un par votre seule façon d'être, mais pourquoi vous priver de ça? Si je peux guérir quelqu'un par effet placebo, mais je vois pas pour... Moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de guérir les gens. Hein? Mon rôle, c'est pas de guérir les gens avec une molécule chimique qu'on vient d'inventer dans un labo. Mon rôle, c'est de guérir les gens. Et si par effet placebo, je guéris les gens, moi j'ai réalisé ce que je dois faire sur Terre. Hein. Et que cet effet placebo existe, mais je suis tout à fait convaincu. D'ailleurs, les gens qui ont la pratique de leur médecin homéopathe et qui le connaissent bien, combien de fois est-ce qu'on ne me dit pas « Docteur, je devrais vous voir, ça ne va pas. Ah, madame, je vais vous donner un rendez-vous dans 8 jours. » Non, vraiment, mon horaire est trop chargé, je ne sais pas, dans 8 jours. Bon, ça va, elle prend. Et puis, ça met la consultation, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça va bien, depuis que je vous ai téléphoné, ça va bien. Mais c'est un effet placebo téléphonique, c'est formidable, ça. Je me souviens, et je cite toujours le cas d'un gosse qui avait 13-14 ans, je crois, quand il est venu chez moi, parce qu'il avait fait des pneumonies à répétition, un état de bronchite asthmatique, et alors on montait, et avant ça, il avait eu des problèmes intestinaux, et ils avaient couru partout, et dans les services sanitaires,
Et le seul type qui avait fait quelque chose pour eux, c'était le docteur, un tel dermatologue qui, il y a 2 ans, l'avait complètement guéri d'un eczéma. Hein, ça c'est formidable, madame. Mais quand on refait la chronologie, il a été guéri de son eczéma, mais il a commencé à avoir des problèmes intestinaux, avec des gastroentérites, etc., qui se sont suivis. Et puis, il a eu un traitement X, il n'a plus fait ça, il a commencé à faire des bronchites, des pneumonies, etc. Et ça dure maintenant depuis 10, 11 ans, que ce gosse est tout le temps malade, ils ont couru partout, mais il a été guéri de son eczéma. Eh bien, dans la conception d'Hahnemann, vous voyez qu'il a été guéri de rien du tout. On a supprimé une conséquence artificiellement et localement, et cet organisme est resté malade, mais il a exprimé sa maladie autrement, puisqu'on lui interdisait de le faire au niveau de la peau. Et il était beaucoup plus malade de son intestin et puis de son appareil respiratoire, parce que je vous signale, si vous ne le savez pas, qu'on peut mourir d'une crise d'asthme ou d'une pneumonie grave, mais j'ai jamais vu personne mourir d'eczéma.